parler. Et là, on avance, on va passer à un autre sujet d'actualité qui a été un peu la série politique de l'été en parallèle aux Jeux Olympiques avec cette fameuse trêve politique dont a parlé Macron et dont il s'est justifié pour ne pas nommer un Premier ministre. Ensuite, il y a eu l'argument de la stabilité pour ne pas nommer Lucie Castet. Alors, certains parlent de coup d'État, d'autres de dérivés autoritaires. Casse-tête, c'est Macron ou Casse-tête? Ah ouais, lui c'est le casse-tête. Lui c'est le casse-tête, voilà. Et elle c'est Castet. Elle c'est Castet. D'accord, non mais je n'étais pas aux amphis donc... Oh là là, tu seras aux amphis de 2025, Inch'Allah. J'ai pas besoin. Ouais. Je ferai mes propres universités. Waouh, de Samir. Perso. Tu teases là, tu teases un peu. Bravo. Non, les persos, juste les miennes chez moi, dans ma salle de bain. On est invité ou pas? Bah bien sûr. Ouais. Non, parce que là on n'était pas invités aux amphis. Hein. Bah j'ai vu ça. On était là, on était des restards. Bah PDA, je crois, l'autonomie. Voilà. L'autonomie, c'est que voilà, les gens ils osent même plus t'inviter, tu vois. Ah oui, ça c'est clair. Tous les 3 mètres, on était interpellés. Voilà. Et vrai, embrasser, oui. On vous aime, continuez. Féliciter. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier tous les gens. Bah oui, ils nous voient parce que ce sont les gens qui nous voient actuellement. Ouais. Hein. Et alors, des vieux, des jeunes, des gros, des hommes, des femmes. Des femmes, des hommes, de tout. Et des non-binaires aussi. Des hommes, des femmes et des non-binaires. Voilà. Chacun mange à sa faim. Voilà. Et non, mais c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et il faut remercier tous ces gens qui font vivre ce média. C'est des cœurs à la caméra, Samir. On vous remercie, mais oui, parce qu'en plus, moi, ça m'a fait du bien, quoi. Je me suis dit, ah ouais, ils sont là en vrai. Un peu de love, quoi. On les voit. Un peu de gazouze, un peu de limonade, quoi. Et ils nous trouvent solides, quoi. Ils sont là en mode, vous êtes solides. Beaucoup de gens nous interpellent en disant, c'est extraordinaire, tout ce qu'on apprend avec vous, etc. Et je ne peux pas vivre sans vous, quasiment. Bon, voilà. Du coup, on va regarder une petite vidéo sur la situation par rapport à Macron, destitution, NFP, etc. Et puis, on parle après, Richie est chaud, bouillant, je te sens on fire sur cette question. Je refuse de me porter complice d'une parodie de démocratie. La démocratie ne signifie rien aux yeux du président et je trouve ça extrêmement dangereux. Là, on dit aux Français, en fait, vous êtes déplacés, mais ça ne vaut rien. Vous avez mal voté. La démocratie ne signifie rien aux yeux du président. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Ils ne veulent pas le changement. Ils vont ouvrir une crise grave dans notre pays et ils en assumeront les conséquences. Il écarte en réalité le résultat du suffrage universel avec ses décisions, donc c'est extrêmement grave. On est en train de se faire voler cette élection et qu'on nage en pleine dérive libérale. Si c'est pour nous faire venir, pour nous demander de constituer un gouvernement qui mettrait en place la politique, continuer la politique du gouvernement au nom de la stabilité, c'est-à-dire c'est la stabilité économique, politique, ils veulent pas que ça change. Mais ce n'est pas la peine que nous venions. D'instant, sans avoir beaucoup besoin de se concerter, nous lui avons répondu que non, nous ne reviendrions pas à Matignon tant que ça n'était pas pour travailler concrètement à la mise en place, à l'Élysée, tant que ce n'était pas pour travailler concrètement à la mise en place d'un gouvernement de cohabitation. Vous demandez aux socialistes de devenir les supplétifs d'une Macronie finissante. La réponse, pour moi, elle est simple, elle est claire, c'est non. Dans le petit reportage, on entend Marine Tondelier, donc ELV, qui parle de dérive illibérale. Je crois que c'est ça qu'elle dit. Oui, c'est le mot à la mode. Ouais. Bon, pourquoi prendre le terme illibéral, puisque c'est celui qu'elle utilise. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de dérive, mais bien de la nature de la Ve République qui, dans son essence même, est illibérale, pour reprendre ce terme qui appartient un peu à la novlangue. Autoritaire par nature, je dirais, plutôt que illibérale. Pourquoi? Parce que la Ve République, beaucoup l'oublient, mais elle est née d'un coup d'État. Un coup d'État du putsch d'Alger. Vous savez, les militaires... Non, pas... avant, 58.
Oui, en 58. Oui, pas encore le putsch. En 58, il y a les militaires attachés à l'Algérie française. Avant, en 58. Oui. Il n'y a pas encore, c'est pas encore les militaires. Il y avait des menaces d'opération sur la France. Oui, c'est ça. Non, c'est en 71. les amis, non, je vais faire mon Hercule Poirot. Quand il dit non, les amis, non, les amis, ça va. Explique-lui, puis reprend comme ça. Non, mais vous n'avez pas complètement tort, mais ça se passe en 58. Il y a une crise gouvernementale qui est ouverte par la guerre d'Algérie, en fait. C'est Guy Mollet, etc., socialiste, qui est président, etc. Il n'arrive à rien comme en Algérie, et simplement, il y a une telle crise gouvernementale. Alors, c'est pas. Je comprends pourquoi. Mais il y a un peu de vrai. C'est-à-dire qu'il y a. Les pieds noirs vont faire de grandes démonstrations, de grandes manifestations, mais c'est 58, c'est important. Il n'y a pas encore les militaires. De grandes démonstrations, ils vont faire de grandes démonstrations, de grandes pressions, pour qu'il y ait enfin, pour qu'il y ait une politique qui soit la politique coloniale dont ils rêvent. Et il y a une crise gouvernementale, on ne sait pas qui mettre au pouvoir comme président du Conseil, et donc le président de la République va choisir De Gaulle, parce qu'eux sont convaincus que De Gaulle, en tant que militaire, en tant que sauveur de la France, etc., eh bien, va tout faire pour garder l'Algérie et la France. Mais c'est plus tard que les militaires vraiment vont entrer en contact. Mais en tout cas, on a appelé. Oui, non, juste pour dire, c'est qu'on a appelé ça un coup d'État. On a appelé ça un coup d'État en blanc, en fait, 58. Quand De Gaulle est mis au pouvoir, et c'est là où De Gaulle va les tromper, en fait, parce que De Gaulle leur fait croire qu'il va arriver pour mener une politique coloniale, et au vu de la situation en Algérie, De Gaulle va dire non, c'est mort. Alors, il va en même temps mener des offensives militaires extrêmement dures, et en même temps, eh bien, il va s'acheminer progressivement vers ce qu'on appellera l'autodétermination. Mais c'est un coup d'État militaire en blanc, et d'ailleurs Mitterrand, Mitterrand, pour ne pas le nommer, a écrit un bouquin qui s'appelle Le coup d'État permanent, pour parler des institutions de la Ve République. Voilà, à toi, Richie. Tout à fait. Pardon. Alors, mais pour préciser la pensée, même si effectivement c'est pas littéralement un coup d'État sur le plan littéral, mais c'en est un dans la mesure où effectivement il y a des pressions indirectes de l'armée et de certains généraux afin effectivement de mettre un terme au régime précédent, de conduire De Gaulle au pouvoir et donc d'instituer un nouveau régime. C'est en ce sens qu'effectivement on parle de coup d'État. C'est comme ça que naît la Ve République. Et moi, je pense qu'en ce sens, il est assez logique qu'elle termine de la même manière, par un autre coup d'État. Et c'est un peu la logique des choses. L'histoire est souvent de manière, elle vient souvent de manière cyclique. Et effectivement, ce que fait Macron là, c'est la démonstration qu'il veut rester au pouvoir. Il est digne à lui-même. Il s'y attache. Et je pense que le fait de ne pas reconnaître le résultat des urnes qui ne lui convient pas, parce qu'il ne le reconnaît pas parce qu'il ne lui convient pas. C'est-à-dire que si Bardella avait été arrivé en tête, si le Rassemblement national était arrivé en tête, il aurait nommé sans aucun problème, dans la minute même, Jordan Bardella Premier ministre. Le nouveau Front populaire étant arrivé en tête, il refuse de lui donner au pouvoir, non pas parce que Mme Castet ne l'aime pas en tant que personne, mais parce que les forces de gauche ne bougent pas sur la question du programme, et notamment sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Et Macron n'en veut pas. Macron n'en veut pas parce qu'il a fait éborgner des gens, il a envoyé des milliers de gens en garde à vue durant la séquence des mobilisations retraites. Il ne veut pas revenir en arrière sur cette question, il est jusqu'au boutiste. Et donc moi je pense que ce monsieur a été très très loin depuis qu'il est au pouvoir, depuis le début de l'ère Macron, si on peut dire ça ainsi, depuis 2017. Alors certains disent que là, le fait de ne pas reconnaître le résultat des urnes, c'est une raison de le destituer. Moi, je pense qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres raisons. Les milliers de prisonniers politiques dans ce pays, que ce soit pendant les Gilets jaunes ou pendant les émeutes suite à la froide exécution de Naël, les personnes éborgnées, les personnes mutilées, les déportés kanaks, le soutien de la France au génocide encore en cours en Palestine, la réforme des retraites, passage en force, les 49.3 abondants, toutes ces raisons-là permettent de justifier, pour faute grave, pour multiples fautes graves, une destitution du président de la République. Et il va falloir l'arracher parce qu'effectivement, les parlementaires, notamment de droite, parce qu'il y a quand même un arc colonial, un arc de droite profondément ancré au Parlement, vont pas d'eux-mêmes engager cette procédure de dissolution, ou du moins la voter. Donc, il va falloir mettre la pression, et notamment au niveau local, il faut des mobilisations devant chaque destitution, tu veux dire. Oui, moi t'as dit dissolution. De destitution, pardon. Voilà. Je pense que devant chaque permanence parlementaire, il faut des mobilisations pour pousser les parlementaires à voter la destitution. Et je pense que, pour reprendre le mot d'ordre de la France Insoumise, et notamment de
Manuel Bompard aux amphis, il faut des caravanes de la destitution, pour la destitution. On a écouté Bompard dire ça, c'était ton idée ça au départ. Et il a repris ton idée Bompard. Non mais c'est vrai parce qu'au meeting du 8 juillet, tu en as parlé. Bah écoute, je ne sais pas s'il a repris mon idée, en tout cas, je pense que c'est fondamentalement important d'aller chercher les gens, parce que les gens ne sont pas forcément politisés d'eux-mêmes. Aller à la rencontre des gens et leur dire signer la pétition. Parce que si là, la pétition lancée par la France Insoumise, elle est déjà à plus de 150 000 signatures. Si on atteint... D'ailleurs, on voit il y a le lien, si vous ne l'avez pas encore signé. Si on atteint rapidement... Tu l'as signé toi ? Bien sûr, je l'ai signé. Eh bien, il faut la signer. Parce que symboliquement, c'est fort. Si on atteint le million de signatures, et on va l'atteindre dans les prochains jours, s'il y a des mobilisations de rue qui sont massives, notamment le 7 septembre, s'il y a une pression et des mobilisations devant les permanences parlementaires, eh bien, on peut faire cheminer l'idée de la destitution. Et pour être très honnête, moi, je pense que on va contraindre Macron à l'abdication, que ce soit par la voie légale avec cette procédure de destitution, et ce sera le mieux parce qu'il y aura le moins de dégâts et de grabuge, ou que ce soit de manière populaire. Vous savez, le bouquin que j'ai publié aux éditions Massot, qui est sorti le 29 août, Arrachant une vie meilleure, j'ai choisi ce titre, je ne l'ai pas choisi pour rien, parce que pour moi, on ne nous donne rien, ces gens-là, ils ne nous donnent rien, il faut tout arracher. Et j'ai découvert qu'il y avait une citation de Victor Hugo, très intéressante. Bon, c'est un personnage critiquable sur de nombreux plans, mais il avait une citation très intéressante. Il disait « Le roi ne lâche que quand le peuple arrache ». Et donc, nous allons arracher tout cela. Élie, toi, tu as une belle citation, ouais. Très, mais c'est tout à fait toi, ça allait arracher, je pense que c'est toute l'histoire de ta vie politique. Ben oui. Pourquoi les micros T'as pas l'anecdote? Il avait arraché le micro d'Edouard Philippe. À la fête de l'humain de 2023. C'était toi. Et il avait ce t-shirt. D'accord. Et à l'époque, on se connaissait pas trop. Hein. Ouais. Mais par contre, tu étais attiré par les idées décoloniales, mais tu savais pas trop vers où aller, quoi. Effectivement. Voilà, il est là maintenant. T'avais arraché le micro pour... J'avais dit, Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, c'est un éborgneur, il n'a rien à faire ici. Ouais. C'était un beau moment, hein, ça avait quand même, ça avait fait parler. Hein. Bon, la semaine prochaine, c'est la fête de l'UMA. Et on sera au rendez-vous, effectivement, toujours de manière sauvage, parce qu'à l'heure, je n'ai pas reçu d'invitation de quelconque stand politique. Voilà. Mais on va taper l'incruste, comme aux amphis. Si tu nous écoutes. Donc Richie attend son carton d'invitation pour une table. Voilà, Tzedek, mais toujours Tzedek. On se demande bien pourquoi. Voilà, mais est-ce que les camarades juifs des coloniaux vont laisser de la parole aux gitans? Attends, s'il te plaît. Tu peux redire ce que tu viens de dire là? Nous, on sera à la fête de l'UMA avec notamment nos camarades de l'Union juive française pour la paix qui organise une conférence avec Ouria Boutelja. On l'apprend. Très bien. Donc vous y êtes, c'est bon, vous êtes représentés. On y est quelque part alors. On y est quand même. J'avoue, toi par contre, on peut essayer de te faire rentrer, il n'y a pas de souci. Je croyais que tu allais dire, j'avoue, toi par contre, c'est un peu chaud quoi. T'es un peu cramé là-bas. J'ai pas gatekeep. Avec Elie, on se disait quelque chose au début, c'est qu'il faut vraiment mettre sur pied une alliance judéo-tzigane. Pour le meilleur, on a connu le pire ensemble, peut-être qu'on va connaître le meilleur. C'est vrai, hein. En Espagne, à l'époque andalouse, ils étaient ensemble, vous savez. Regardez un film que je saurais trop vous conseiller. Le manuscrit trouvé à Saragosse, c'est un film absolument incroyable qui est lui-même l'adaptation d'un bouquin incroyable et qui raconte des choses de genre. Le manuscrit trouvé à Saragosse, c'est un auteur polonais pourtant, mais ça se passe à l'époque andalouse, à la fin de ça se passe à l'époque des guerres napoléoniennes en fait, mais avec comme arrière-plan l'Andalousie à l'époque musulmane. Hein. Donc voilà, ça se passe au moment de la guerre d'Espagne de Napoléon. On va avancer parce qu'après il y a la super émission avec Yazid Arifi, donc on va devoir avancer. Élie, tu as envie de dire un petit mot sur cette histoire de Macronade là? Non, je pense que... Il a tout dit. Bon voilà, et puis de toute façon on est en attente, on verra bien. Sur ça, oui, sur l'histoire de la... le grand problème, alors il est en train de nous ressortir Cazeneuve, Cazemolle, mais ce que je veux dire c'est que... Cazemolle, tu l'as appelé? Ouais, c'est pas bien, hein. C'est pas très respectueux, je sais bien. Et il y a des gens comme ça qui sont nés vieux.
Quand je vois Cazeneuve. Là, j'ai dit ça tout à l'heure. C'est vrai. Je te jure, j'ai dit ça à mon frère. Il y avait une récap de sa vie. Et je dis, putain, c'est chelou. J'ai l'impression qu'il a toujours été vieux, ce mec-là. Mais oui. Mais il va s'y il a 61 ans et il fait très vieux. Mais tu vois sa photo à 10 ans. À 10 ans, il était déjà comme ça, avec son air sombre, calvitie, etc. Puis c'est sûr, hein, franchement. Tu sentais le vieux déjà. Mais oui, Laurence et tout. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui reste comme autre possibilité? Parce que je veux dire, on est devant une véritable crise, là, pour le coup, une crise constitutionnelle, puisqu'on a un président qui refuse d'appliquer le droit, tout simplement, qui refuse. Et ce qu'il y a de grave là-dedans, c'est qu'il s'accroche. Et je repense à un texte qu'avait écrit Lordon. Comme des moules à leur rocher. Exactement. Hein. Et je repense à ce texte qu'avait écrit Lordon il y a longtemps. Pardon? Oui. Alors, je rappelle que si ma chemise est ouverte, c'est pas parce que je veux montrer mon poitrail. Tu fais très BHL ce soir. C'est parce que, effectivement, le plus beau décolleté de Paris, et comme BHL. Ils ont dit qu'ils manquaient plus que la chaîne en or. La chaîne en or. Purée, je te le dis, hey, Bon, alors en tout cas. Ça a fait sauter le chat. Ça a fait sauter le chat. Désolé. Dans ce que je veux dire, c'est parce que c'est le micro qu'on m'a accroché là qui penche et qui fait pencher comment cette. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. Enfin voilà. Et donc je pensais, juste pour terminer, à ce texte de Lordon où il disait une chose qui à l'époque faisait sourire, mais qui à mon avis est tout à fait d'actualité maintenant. Il disait, il va falloir aller l'arracher le fou qui allait liser quelque chose de genre. Mais parce que c'est... Comment? Le forcené, c'est ça. Hein, le forcené, c'est un forcené qui s'est barricadé dans l'Élysée. On est en train de naître le richisme. Le richisme, je vous dis. Arraché. Non, j'allais dire un truc. Ah non, mais les gars, on peut pas. J'allais dire un petit truc. Dernière chose très importante, c'est que alors les deux pistes pour de potentiels futurs premiers ministres. Bon, Macron nous fait toujours des surprises, enfin surprises entre guillemets, mais c'est Bernard Cazeneuve, ça a été dit, ou sinon le fameux Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental. Et moi, j'ai remarqué un truc. C'est que ces deux personnages qui sont vendus comme les deux potentiels futurs premiers ministres, ils ont un point commun. Bon, peut-être d'une part, mais sur le plan politique, c'est d'être tous les deux, d'avoir une ligne politique structurée autour de l'islamophobie. Bernard Cazeneuve, pourquoi? Parce que Bernard Cazeneuve avait profité des attentats pour normaliser l'état d'urgence, faire en sorte qu'on soit dans un état d'urgence permanent, mais ministre de l'Intérieur, Premier ministre de Hollande à un moment donné également. Et pourquoi je parle d'islamophobie d'État? Parce que tous les enfants, notamment à l'époque, et beaucoup l'ont oublié, musulmans ou perçus comme tels, étaient auditionnés par la direction des établissements, voire même par la police, parce que musulmans ou perçus comme tels, ils étaient de potentiels terroristes. Cette rhétorique est ressortie au moment du 7 octobre, mais elle était déjà présente dès 2015. Il y a eu des milliers de perquisitions chez des personnes perçues comme musulmanes. Tout à fait, et ça c'est très important de le rappeler. Mais pourquoi je parle aussi de ça pour Thierry Baudet? Alors lui, je ne me suis pas trop renseigné, mais j'ai vu que s'il était nommé Premier ministre, l'Élysée tient à ce que son directeur de cabinet soit Bertrand Gomme. Et Bertrand Gomme, c'est qui? C'est le préfet du Nord. Et le préfet du Nord qui a été nommé au moment d'Averroès. Et je trouve que c'est particulièrement révélateur et ça en dit long sur... voilà, c'est ça. C'est incroyable. Ce président-là, il se permet de dire je veux. Mais c'est absolument incroyable. Il devrait être à Pôle emploi en ce moment. Non mais c'est quand même incroyable ce truc. Hein. Mais pour qui il se prend? Et ouais, on verra comment la situation évolue. Bon, du coup, on va conclure. Hein. Bah oui. On va conclure. Demain, pour celles et ceux que ça intéresse, à 19h, au pavillon des Canaux, dans le 19e, pas très loin de Stalingrad, il y a une soirée de lancement de mon bouquin. Donc c'est à 19h, pavillon des Canaux, c'est un tiers-lieu. Venez nombreuses, ça va être chouette. Est-ce que ça nous intéresse? Il a dit ceux que ça intéresse. Bien sûr que ça nous intéresse. On va y aller ou pas? Richie nous intéresse. Moi, je lui ai dit que je lui promettais pas, mais que si j'ai la force, je viendrai. Et Richie, et ton prénom, c'est celui de Richie Evans, c'est ça, non? Non? Rien à voir. Je sais pas, en tout cas, ça fait beaucoup parler les fachos sur Internet. Mais alors demain, ce sera les 3G. Gitan, gilet jaune et grande gueule. Voilà. D'accord. Pas mal. Bon. Moi, je dis, regarde, là, j'avais lu la moitié. On n'aura pas le temps d'en parler beaucoup ce soir. Bon, je finis le livre et puis tu reviens en parler dans un mois, Tu peux même faire une vidéo avec lui. Vous faites une vidéo, vous faites un entretien. Moi, je veux qu'il vienne, j'ai envie qu'il vienne parce que j'aime bien ça. J'ai envie de sentir sa présence. J'aime sa voix, il a une voix qui est intéressante, qui
qui est un peu justement empreinte comme ça de fougue, et moi ça me plaît. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Richie. Et puis on aime bien aussi Ercilia Soudet. Ercilia, si tu nous regardes. Embrasse. T'as musclé ton jeu là cet été, hein. T'as musclé ton jeu. C'est fait une équipe. Du coup, je dis un petit peu l'agenda. À la fin de la semaine, enfin samedi, il y a un ciné-club de parole d'honneur, avec un beau film, un beau documentaire du CCIE sur la loi de 2004 sur l'interdiction du voile. C'est un film qui a été d'ailleurs interdit dans pas mal de cinéma. Pour l'instant, ça va. Donc, CCIE, qui est le comité contre l'islamophobie en Europe, qui est collectif contre l'islamophobie en Europe, qui est le descendant, si on peut dire, du CCIF, qui avait été dissous par en 2019 par Macron. Voilà. C'est ça, exactement. Islamophobie. Voilà, donc la billetterie, Yas, tu mets la billetterie en ligne. Et d'ailleurs, vous avez vu les Jeux Olympiques. France, seul pays à interdire aux femmes de porter le voile, aux sportifs de porter le voile. Donc vraiment, on est là, quoi. Hein, on est vraiment là. Mais avec une dernière médaille au Stade de France, et l'athlète qui gagne le marathon et qui reçoit sa médaille d'or avec le hijab. Très belle image. Voilà, c'était magnifique. J'allais dire justice divine. Élie ? Est-ce qu'il y a un pays plus islamophobe que la France dans le monde ? Je crois pas. Franchement, je m'étais demandé, et non, en fait. Bah ouais, non, mais sérieusement, c'est la palme d'or. C'est une très bonne question. Mais non, justement, il n'y a aucun pays où il y a une telle insistance sur ce délire, voilà, de réglementer l'habillement des femmes. Au nom de l'universalisme, attention, c'est au nom de la liberté. C'est au nom de la liberté. Pour le non, mais c'est pour notre bien. Mais franchement, je crois que. En plus, ils sont prescripteurs. Je trouve que on le voit par exemple des fois chez des idéologues canadiens ou d'autres pays. Je pense à Mathieu Bock-Côté par exemple, tu vois, qui est vraiment un gros facho qui sévit sur CNews. Et c'est vraiment, voilà, l'idéologie islamophobe française, si tant est qu'on puisse la nommer idéologie, inspire les petits satellites dans d'autres pays, quoi. Vous savez, j'avoue, l'Inde, ça marche aussi. Comment ? Non, dans le chat dit il y a l'Inde et la Chine. Et c'est vrai que Pologne. Bon, Pologne. Mais l'Inde, c'est plus une persécution des musulmans qu'une islamophobie. C'est-à-dire que l'Inde, c'est vraiment une guerre, j'allais dire, raciale pure et dure. Où les musulmans sont une minorité. Là, en France, c'est une idéologie qui vise à créer presque une séparation entre des Français, quoi. Et la Chine aussi, c'est pareil. C'est pas l'islamophobie française. Il y a un problème avec le Xinjiang, un problème nationaliste, avec les Ouïghours, etc. Mais dans le reste de la Chine, les musulmans ne sont pas du tout persécutés. Je veux dire, ça, c'est un fait. Il n'y a pas d'interdiction. Non, il y a un problème par contre au Xinjiang, on est tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas l'islamophobie française encore. L'islamophobie française, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Et c'est, vous savez, quand il n'y a plus rien, on s'accroche à cela. Donc il s'accroche à une prétendue idée qui vient de la Révolution française, mais qui n'est pas du tout issue de la Révolution française. Non, c'est pas du tunnel, c'est très important. Mais non, pas du tout, je fais un cœur, Ah d'accord. Non, c'est vrai. Parce que j'ai beaucoup aimé ton badge d'études de lié. D'ailleurs, émission bientôt. Ton badge d'études de lié, j'aimerais bien que tu le passes. On y travaille. Je te ferai un t-shirt. Non, mais là, on est en train de conclure, on n'est pas en train de débattre. Oui, bah vous aimez parler, voilà. Non, mais c'est juste, on le dit jamais assez, mais l'islamophobie et les persécutions, la haine que subissent les musulmans aujourd'hui en France, les mécanismes de cette haine sont vraiment calqués sur les mécanismes de l'antisémitisme, notamment dans les années 30 en Europe et en France et dans les années 40. Et c'est très important de le dire, notamment quand on sait ce qui est arrivé aux Juifs. Je veux dire, quand on est conscient de cette histoire-là et quand on a cette mémoire-là, on doit être particulièrement vigilant et mobilisé pour éviter que les pires atrocités de l'histoire ne se répètent. Et c'est hyper important de le dire, et on le voit notamment, et je termine là-dessus, à travers une expression, et les gens s'en rendent pas compte quand ils écoutent de prime abord, mais c'est l'expression islamo-gauchiste. Dans les années 30, une expression hyper récurrente dans la bouche de l'extrême droite, c'était judéo-bolchevique. Et ça veut tout dire. Voilà. Tout à fait. Alors, ce qui est arrivé aux Juifs et ce qui est arrivé aux Europe aussi. Du coup, les gars, les revues, donc vous pouvez trouver donc toujours sur notre site le numéro 1 sur genre et empire, voilà, revue Nous. C'est nous. Et la deuxième sur le terrorisme, c'est celui qui dit qui est. Et bientôt, numéro 3. Mais
On dit rien. Je ne crois pas qu'on ait le droit de dire quoi que ce soit. On n'a pas le droit de montrer la couverture. Il est en création. Voilà, pour l'instant, c'est encore ça. On vous annonce aussi que le 6 octobre, eh bien, réservez votre journée, puisque grosse C'est quel jour de la semaine? Le 6 octobre, c'est un dimanche. Un dimanche. Donc tu pourras être là, c'est parfait. Je serai là, j'aurai pas d'excuse cette fois-ci. Donc le 6 octobre, vous avez un peu deviné, c'est la veille du 7 octobre, donc on est en train de construire avec PDH et Urgence Palestine un gros événement ce jour-là, et ça va être incroyable. On n'en dit pas plus, mais vraiment, il faudra être là. Le Bandung du Nord, là c'est à Montréal, le grand événement décolonial, une internationale décoloniale, oui ça existe, et c'est à Montréal du 27 au 29 septembre, et ce sera en live sur PDH, évidemment. Voilà. Et puis voilà, hein, je pense que... c'est déjà pas Remonte ton livre, remontrez vos livres. Moi c'est Samir qui l'a pris en otage. Voilà. Bien, frère. Achetez des livres d'Eli et de Richie. Ça rime en plus. On se retrouve dans quelques instants pour l'émission de Yazid sur... Qui reçoit donc Omar Benjeloun sur les 25... sur, Où en est le Maroc sur les 25 dernières années voilà. du Maroc. Où en est le Maroc, bilan? C'est un dimanche, oui. Bah, réserve ta journée, Youssef, on a besoin de toi. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir reçu Eli et Richie. C'était vraiment une bonne idée de l'avoir fait. Et j'espère que ça vous a fait les Roms, plaisir les Juifs et nous. Voilà, exactement. Parfait. Mais on va revenir, on va revenir. Voilà, et ben merci à vous dans une ambiance bon enfant et décontractée. Tout à fait. Merci. Et à tout de suite pour la grosse émission avec Yazid. Ouais. Et Nick Labac.